Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros morceau, la mécanique exacte de la compétitivité. L'idée, c'est de vraiment comprendre comment de simples entreprises se transforment en véritables empires mondiaux, pendant que d'autres s'effondrent, et comment tout cela finit par impacter la puissance économique de pays entiers. Allez, c'est parti. Alors, au menu aujourd'hui, on va d'abord définir ce qu'est l'avantage concurrentiel, puis on passera à la mécanique de la compétitivité prix, avant d'aborder la stratégie hors prix. Ensuite, on verra comment on mesure la puissance économique à l'échelle d'une nation, on fera un focus sur le profil particulier de la France, et on terminera sur les véritables dangers de cette fameuse compétitivité. Commençons tout de suite par notre première partie, définir l'avantage concurrentiel. Pour faire simple, la compétitivité, c'est la capacité d'une entreprise, d'un secteur ou même d'un pays à maintenir ou augmenter ses parts de marché tout en attirant des investissements. En gros, c'est savoir affronter la concurrence sur la durée. Que l'on parle d'une petite start-up ou d'un État souverain, l'enjeu reste fondamentalement le même, survivre et surtout performer dans un environnement qui est complètement saturé. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la mécanique de la compétitivité prix. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le but ici, c'est de gagner en étant tout simplement le moins cher. Et le moteur de cette stratégie, ce sont les fameuses économies d'échelle. La logique est imparable, plus on produit en grande quantité, plus les coûts fixes sont répartis. Du coup, le coût unitaire de chaque produit baisse mécaniquement. Cette taille acquise permet ensuite de casser les prix de vente tout en préservant ses marges. Mais alors, comment on atteint ces volumes de production gigantesques ? Souvent, les entreprises passent par la croissance externe. En clair, on parle de fusion et d'acquisition. Ce sont des opérations de concentration qui créent des entités massives. L'objectif, c'est de contrôler toute la chaîne de valeur, de réduire les coûts à fond et de dominer le marché sans dépendre de l'extérieur. Un super exemple de cette dynamique dans le monde réel, c'est l'acquisition de Blueprint Medicines par Sanofi. Dans un secteur comme l'industrie pharmaceutique où la compétition est féroce, absorber des technologies clés et grossir via cette croissance externe, c'est absolument vital pour garder sa place en tête de la course mondiale. Cependant, grandir ne suffit pas. L'indicateur absolument crucial à surveiller, et surtout dans l'industrie manufacturière, c'est le coût unitaire salarial. Couplé à la productivité du travail, c'est ce qui va littéralement dicter la capacité d'une entreprise à proposer des prix bas à l'export. C'est vraiment le nerf de la guerre quand on parle de compétitivité prix. Et il y a un autre mécanisme clé à prendre en compte. Les effets d'apprentissage. Plus on répète une tâche, plus on gagne en rapidité et en savoir-faire. Pensez aux toutes premières usines d'assemblage Ford. L'expérience engrangée jour après jour sur les lignes de montage se traduisait par une chute spectaculaire des coûts de production. Bref, l'efficacité, ça s'apprend par la répétition. Ajoutons à cela les effets de réseau. C'est ce phénomène où la valeur d'un produit explose au fur et à mesure que son nombre d'utilisateurs augmente. C'est un avantage énorme, mais attention, ces effets d'apprentissage et de réseau comportent un vrai risque d'abus de position dominante. Ça peut créer des monopoles intouchables, avec des barrières à l'entrée quasiment infranchissables pour les nouveaux arrivants. Passons maintenant à notre troisième partie, la stratégie hors prix. Parce qu'on est bien d'accord, le prix ne fait pas tout. Les consommateurs cherchent souvent autre chose, et c'est là qu'intervient la différenciation verticale. C'est quand on propose une qualité ou une innovation qui est tellement perçue comme supérieure qu'elle justifie un prix beaucoup plus élevé. Ça demande d'énormes investissements en recherche, en brevets ou en marketing, mais ça crée une forme de concurrence monopolistique. Le produit devient si unique que la marque impose ses propres tarifs sans perdre sa clientèle. L'exemple de Tesla est frappant. Ils ne cherchent absolument pas à s'aligner sur les prix d'entrée de gamme de l'automobile traditionnelle. Pas du tout. Ils se démarquent purement grâce à leur technologie de moteur avancée et leur image d'innovation pure. Ici, c'est la qualité perçue qui dicte la part de marché. D'ailleurs, c'est sur ce terrain de la stratégie hors prix que la France tire vraiment son épingle du jeu. Que l'on pense à Airbus dans l'aéronautique, à L'Oréal dans la cosmétique, ou à notre agriculture à haute valeur ajoutée comme le vin, ces secteurs s'imposent dans le monde entier grâce à leur réputation et leur qualité exceptionnelle. Cette image de marque puissante permet carrément de contourner le handicap de nos coûts de production nationaux qui sont, il faut le dire, plutôt élevés. Il faut bien comprendre que ces deux approches, la compétitivité prix d'un côté et la compétitivité hors prix de l'autre, ne s'opposent pas du tout. En fait, elles se complètent. Une réduction stricte des coûts combinée à une recherche permanente d'innovation, c'est ce qui forme ensemble le bouclier stratégique ultime pour n'importe quelle entreprise moderne. Tout ça nous amène à notre quatrième partie, mesurer la puissance économique nationale. Si on dézoome un peu pour passer au niveau macroéconomique, comment on évalue la santé d'un pays entier ?
on utilise des indicateurs très stricts. On regarde les investissements directs étrangers pour voir si le pays attire les capitaux, on analyse le taux de pénétration pour jauger la dépendance aux importations, le taux de couverture, les termes de l'échange, et enfin l'avantage comparatif révélé, l'ACR, qui cible précisément les domaines où un pays est spécialisé sur l'échiquier mondial. Appliquons tout de suite ces concepts avec notre 5e partie, le profil de compétitivité de la France. Quand on passe l'économie française au microscope, on découvre un vrai paradoxe structurel. D'un côté, on a des forces massives, une géographie centrale en Europe, une démographie dynamique, des infrastructures au top et une main-d'œuvre très qualifiée. Mais en face, on a des faiblesses qui persistent. On manque cruellement d'entreprises de taille intermédiaire capables de s'exporter, la R&D du secteur privé reste trop faible et on a un problème chronique d'autofinancement à cause de relations parfois compliquées avec les banques. Ceci nous conduit naturellement à notre 6e et dernière partie, les dangers de la compétitivité. Car c'est crucial de voir les limites et les risques de ce modèle. L'économiste Paul Krugman, en 1991, qualifiait déjà cette course sans fin de « dangereuse obsession ». Pousser la compétitivité à tout prix peut entraîner les États vers du dumping, ce qui provoque des pertes fiscales dommageables, des délocalisations brutales d'industries entières et exacerbe considérablement les tensions géopolitiques. Et cet arbitrage fiscal, il chiffre très vite. Pour donner un ordre d'idée, une analyse d'Olivier Blanchard en 2024 a montré que la suppression de l'ISF en France, qui était spécifiquement pensée pour attirer les investisseurs étrangers, a entraîné un manque à gagner colossal de 4,7 milliards d'euros par an pour l'État. C'est le prix politique et social qu'on paye pour l'attractivité. Les répercussions systémiques sont donc profondes. Le théorème de Stolper-Samuelson montre bien comment les délocalisations massives ont appauvri des régions entières, comme on l'a vu avec le secteur textile dans le nord de la France, creusant par la même occasion les inégalités sociales. De son côté, l'économiste Dani Rodrik nous alerte sur le fait que cette hyper-compétition étouffe la coopération mondiale à cause de ce qu'il appelle une austérité panique, qui, ironiquement, freine l'investissement productif. Ce qui soulève une question absolument fondamentale pour conclure. Si cette quête implacable de compétitivité alimente les inégalités internes et entretient une véritable anxiété géopolitique globale, comment doit-on aujourd'hui redéfinir la notion de succès économique ? C'est une réflexion profonde sur le but ultime de notre modèle mondial. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour creuser de nouveaux sujets.